va parler des perspectives sur la distribution des fonds d'investissement. Quel développement? Pour quel modèle de distribution demain? J'appelle à me rejoindre sur la scène Madame Fanny Wurtz, vice-présidente de l'AFG, notamment directrice du pôle distribution et banque privée des métiers et gestion passive alternative chez Amundi. Également avec nous Monsieur Tanguy van der Werf, directeur général de l'EFAMA, qui nous fait l'honneur d'être présent. Monsieur Antonio Baratelli, Head of Investment Management Unit. Nous allons parler ensemble, s'il vous voulez bien, dans ce premier panel de cette question importante. Effectivement, je le précise, on est en français. Je sais que vous êtes tous bilingues, mais sinon, je plaisante. Vous avez des petits audios que je vous montre, des équipements. C'est très simple. Je sais que vous avez fait de longues études, mais il suffit quand même, je le dis, de brancher le fil pour avoir le son, et vous passez en 1 ou en 2 pour être en français et en anglais. Alors, effectivement, beaucoup de sujets suite aux propositions de la Commission. Madame Fanny Wurtz, je commence par vous, honneur aux dames, messieurs, bien évidemment. Votre feuille de route, notamment à l'AFG, a plusieurs axes, notamment défendre, valoriser l'excellence de la gestion française. Mais là, on est à un moment où il se pose des questions stratégiques. Où en êtes-vous aujourd'hui là? Dans les discussions, quelles sont les propositions que vous poussez? Alors, merci et bonjour à tous. Et merci, comme a dit Yves, de braver le froid, la neige. Je l'ai fait de manière un petit peu plus hectique de mon côté. Pour revenir sur votre question, le premier point, c'est de repartir de l'intérêt de l'Union des marchés de capitaux et de l'indépendance stratégique que cela représente pour l'Europe. L'Europe a besoin de développer son autonomie et l'Union des marchés de capitaux est un élément essentiel. On a besoin de financer des transformations profondes au niveau européen. Nos États sont surendettés, on le sait. Les banques ont des capacités limitées par des contraintes prudentielles. Et les besoins de financement sont énormes. Si on parle de la financement de transition énergétique, de la financement de la transformation digitale, si on parle du shift de la retraite vers les particuliers, on estime que c'est 750 milliards par an de besoins de financement. Alors, quel était l'objectif de l'Union de marché de capitaux? L'objectif en 2015 était double. Le premier point était de réduire la dépendance au crédit bancaire. Le deuxième point qui est absolument essentiel, c'était de remédier à la trop forte fragmentation de nos marchés européens. Ça a été partiellement atteint. D'abord parce que les entreprises demeurent encore trop dépendantes du financement bancaire, qui représente 75% du financement des entreprises contre 25% aux États-Unis. Et ensuite parce que nos marchés restent trop fragmentés encore au niveau européen. Et on le voit au niveau des distributions de fonds, pour parler de notre industrie transfrontalière. Si on se pose la question des ménages, il est bien évidemment crucial et stratégique pour nous de pouvoir motiver les ménages et les particuliers à investir pour l'économie européenne. Cette épargne et ce déficit d'épargne des ménages européens est encore trop fort. Les ménages européens représentent 90% du PIB européen contre 310% aux États-Unis. Le développement donc et la motivation des ménages et de l'épargne des ménages pour soutenir l'investissement européen est absolument crucial. Et donc du coup, c'est un sujet stratégique pour nous tous. Pour cela, il faut que nous offrions et que nous actions pour offrir des produits diversifiés dans l'épargne pour nos ménages. Et je tiens à rappeler que l'Europe est encore nette exportatrice de marchés de capitaux. Donc c'est un enjeu vraiment stratégique. On va en parler un peu plus loin et puis je vais laisser Tanguy peut-être s'exprimer. Mais du coup, la stratégie européenne RIS avait pour but d'orienter cette épargne vers les ménages. Il y a plein de points très positifs dans cette RIS et puis il y a certains sujets sur lesquels on pense qu'effectivement, il faut améliorer la proposition. Très bien. Alors, moi, je passe la parole, si vous le permettez, à Monsieur Antonio Baratelli, Head of Investment Management Unit à l'ESMA. Quels sont, selon vous, les points positifs de la proposition qui est actuellement discutée au Parlement, au Conseil, et les points d'amélioration, s'il vous plaît? Merci et bonjour à tous. On vous entend très bien. D'accord, très bien, merci. Peut-être plus près le micro, si je peux me permettre. Oui. Plus près, d'accord, ok, merci. Donc la proposition RIS est une proposition très, très importante pour les raisons, je pense que Mme Wurtz vient d'évoquer, car on a ces besoins en Europe de faire croître les marchés des capitaux et la proposition s'insère dans cette perspective. Nous, en tant qu'ESMA, on a vu avec faveur
une série de points en particulier sur lesquels on s'était déjà exprimé. Notamment, je peux commencer par évoquer ce que la Commission a proposé en matière de coûts indus, ainsi dit undue cost, sur lesquels on avait fait un travail assez important dans les années passées avec les autorités nationales, un travail de supervision pour voir comment, au niveau national, cette obligation de prévenir les undue costs est appliquée en pratique. Et il y avait eu un certain nombre de problèmes qui avaient été évoqués, notamment le manque d'harmonisation en termes de définition de cette notion. Donc la proposition va dans ce sens-là et a accueilli notre proposition et donc donne un certain nombre de principes pour préciser cette notion et permettre ensuite aussi aux autorités nationales de faire un travail de supervision et de sanctions là où cela s'avère nécessaire d'une manière plus précise. Un deuxième volet très important concerne le côté PRIPS, où là aussi les autorités européennes s'étaient exprimées et la Commission a inclus dans sa proposition une série d'aspects très importants. Je les évoque très rapidement, comme la proposition d'avoir un dashboard dans le KID, plus de digitalisation, permettre que les KID soient adaptés aux nouvelles technologies, aussi des éléments concernant la sustainability. Là, puis, on peut être plus ou moins d'accord sur les détails, mais disons, la direction, elle est bonne. Un point très important sur les KID, c'est le manque de disclosure en ce qui concerne la performance passée, qu'on considère très important pour le fonds, très important de le réintégrer dans les KID et ne pas devoir nécessairement inclure les scénarios de performance. Il n'y avait pas ça dans la proposition de la Commission, mais on voit que dans le Parlement, il y a des propositions qui vont dans ce sens-là. Et puis, il y a plein d'autres sujets, mais je m'arrête là peut-être. Merci, c'est déjà un bon point de départ. Monsieur Tanguy van der Velde, merci encore d'être là en tant que directeur général de l'EFAMA. On va faire de la théorie des ensembles, si vous voulez bien, parce que cette proposition, effectivement, on peut parler de ce qu'il y a dedans, et puis on peut évoquer ce qu'il n'y a pas dedans. Comment vous abordez la question ? Mais d'abord, effectivement, ce qu'il n'y a pas dedans, c'est notamment un ban complet sur les inducements, qui était clairement à l'agenda de la Commission européenne il n'y a pas si longtemps. Je pense que grâce à nos efforts collectifs, aussi grâce à des États membres, notamment la France, je pense que la Commission est arrivée à la conclusion que ça n'allait pas passer le seuil du Conseil de l'Union européenne. Et donc, on a une proposition d'un ban partiel sur les inducements. Donc là, donc une reconnaissance de l'importance de l'accès à un conseil. Donc je pense que ça c'est très important, puisque pour nous, ce qui est essentiel s'agissant d'augmenter la participation retail dans les marchés des capitaux, c'est l'accès à un conseil de qualité et à un prix raisonnable. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui suivaient de près les travaux de la Commission européenne, il n'y a pas si longtemps, il y avait une idée de développer ce que la Commission européenne appelait la Personalized Strategic Strategic Asset Allocation, projet qui n'a pas été suivi et qu'on ne retrouve donc pas dans la proposition de la Commission. Il y a beaucoup de bonnes choses, comme le disait Antonio. Je pense que l'alignement IDD-MIFID est un bon exemple. La référence à la financial literacy est absolument essentielle. Je peux vous dire que je suis depuis 24 ans maintenant dans cette Brussels Bubble à représenter différents lobbies en matière de marché financier. Et certainement de 2000 à 2015, voire 2020, l'éducation financière n'était pas mentionnée dans les instances européennes, était considérée comme une astuce de l'industrie pour éviter de la réglementation, alors que l'éducation financière doit être un pilier en matière d'investissement, de protection des investisseurs et de retail participation in capital markets. Une bonne nouvelle est également le concept de value for money. Nous sommes d'accord sur le principe, sur le concept de value for money. Nous avons évidemment, j'imagine qu'on va en parler, beaucoup de réserves sur la façon dont la Commission entend opérationnaliser ce concept par voie de pan-European benchmarks qui pour nous sont totalement inappropriés, étant donné notamment le fait que les marchés nationaux sont très très différents et que donc l'utilisation d'average européen n'a pas beaucoup de sens.
Merci beaucoup. Je redonne quelques chiffres dans ce secteur qui jongle avec ces chiffres tous les jours. Parlons de la France, parlons de là où on parle à Paris. En France, avec 4 600 milliards d'euros sous gestion, 700 sociétés de gestion généralistes, spécialistes, aussi bien dans la gestion active que la gestion quantitative, performance absolue. La France occupe la première place en termes de gestion d'actifs en Europe continentale. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous entendre, Madame Fanny Wurtz. Votre voix porte. Quelles sont les propositions que vous avez dans ce contexte où il y a un vrai brainstorming, on est en pleine réflexion et on aimerait que les bonnes idées avancent? C'est un très bon point. Pour renforcer ce que vient de dire et Antonio et Tanguy, la Retail Investment Strategy, dans la philosophie et cette initiative, va dans le bon sens. On a quand même un enjeu de stratégie d'autonomie européenne où il faut accroître la participation des citoyens européens dans le financement de nos marchés de capitaux. Pour cela, leur donner plus confiance dans les marchés de capitaux et les aider à flécher ces capitaux vers les entreprises européennes. C'est également un sujet d'autonomie stratégique pour nous, que nos entreprises soient détenues par nos citoyens européens. Et donc, il faut souligner pour cela la pertinence et la force de notre business de distribution européen, qui est très différent du business de distribution anglo-saxon. Nous avons en Europe des banques universelles qui maintiennent à tout à chacun des réseaux d'agences, des réseaux bancaires, où un particulier peut aller voir son conseiller bancaire, tant pour un crédit que pour un financement, que c'est pour problème de la vie, et également pour son épargne. C'est très différent d'un modèle anglo-saxon très transactionnel. Et il faut encore souligner, pour revenir là-dessus, que, encore une fois, comme je vous le disais, l'épargne moyenne européenne est à 25 000 euros. Et lorsqu'on regardait effectivement cette nécessité de conseil et l'accès de tout à chacun et la mutualisation du conseil, dans des pays où effectivement le conseil a été monétisé, on a vu une paupérisation du conseil pour les ménages disposant de moins de 100 000 euros à peu près de patrimoine, ce qui pose un problème de cette redistribution du conseil. Donc notre effort à tous doit aller vers donner plus d'accès au Conseil européen. Je regardais une statistique qui était encore produite, qui est sur les moins de 35 ans et les moins de 45 ans. Les 2/3 des populations sont venues sur les marchés financiers post-Covid. On s'est aperçu une prépondérance des crypto-assets par rapport à ces populations, où plus de 25% de ces investisseurs sont allés dans les crypto-assets. Plus de la moitié de ces investisseurs déclaraient avoir une éducation financière suffisante. Et lorsqu'on leur posait des questions aussi simples de comment est-ce que se comporte l'inflation, quel va être l'impact, moins d'un tiers étaient capables de répondre à ces questions aussi basiques. On a un enjeu pour faire adhérer nos particuliers et nos épargnants à les conseiller sur leur horizon d'investissement long terme, sur quelle va être l'allocation qui va leur correspondre au mieux, quels que soient les produits, et on le voit bien d'ailleurs, les taux de pénétration de produits passifs ou actifs, ESG, comme small cap, tous les produits ont un rôle à jouer, leur offrir des portefeuilles diversifiés. Il faut faire attention à ce que disait Tanguy sur cette notion de benchmarking pan-européen, qui par définition vont exclure des fonds plus spécialisés, comme de l'ESG, comme des fonds small cap, qui coûtent plus cher à produire et qui sont absolument nécessaires pour notre financement de transition énergétique, pour notre financement et notre participation des plus petites entreprises européennes. Merci beaucoup. Monsieur Tanguy van der Velde, comment on rallie l'adhésion du plus grand nombre? On est aujourd'hui beaucoup d'initiés, beaucoup d'experts, mais ce sont des sujets qui impactent toute l'économie, donc toute la société, parce que c'est l'avenir, c'est nos emplois, nos revenus. Comment rallier l'adhésion du plus grand nombre sur ces sujets? Je crois qu'il faut essentiellement conscientiser les gens sur leur retraite. En Belgique, je suis belge, en Belgique, on a un site internet qui s'appelle mypensions.be pour Belgium. Et vous pouvez, avec votre carte d'identité électronique, consulter online l'état de votre premier et second pilier. Moi, j'en suis à mon 6e ou 7e employeur. Tous mes employeurs ont cotisé pour le second pilier en mon nom. Et donc, je peux voir exactement combien je vais toucher à 67 ans. Chez nous, c'est 67 ans. C'est bien organisé chez vous. Hein? Pardon ? Non, voilà, on a nos défauts, mais au moins ça fonctionne. Et je pense que c'est un bon élément, c'est conscientiser les gens. Et je reviens sur ce que disait Fanny. Je crois que l'union des marchés des capitaux est importante pour le financement des transitions écologiques et digitales. Mais il y a un autre enjeu qui est très stratégique, qui est celui du financement des retraites. Si nous ne faisons rien, ce qu'on va voir à travers l'Europe, ou en tout cas dans les pays où la situation est la plus critique,
et je ne parle pas du Danemark ou de la Suède, où là ça va encore assez bien, je ne parle certainement pas des Pays-Bas, mais je parle notamment de Chypre, de la Grèce, on va avoir des gens dans la rue. Alors vous avez déjà eu des gens... On a vu ce que ça donnait. Sujet. Vous êtes un peu le leader européen en la matière. Mais je crains vraiment que les gens, avec une population vieillissante, les gens vont se rendre compte en masse qu'ils n'auront pas suffisamment de quoi vivre décemment une fois qu'ils auront pris leur retraite, que ce soit à 55 ans ou à 67 ans comme chez nous, et ils ont encore 30 ou 40 ans à vivre. Les gens vont être dans la rue, ça va faire le lit des partis populistes, et ça va fragiliser nos démocraties, et ça va donc avoir un impact négatif sur le projet européen. C'est ça l'enjeu stratégique, beaucoup plus que la bonne santé de nos industries. Hein? C'est ça, il faut sortir des questions voilà, chiffrées que la finance est bien évidemment obligée d'aborder et faire comprendre l'importance, ça nous touche tous. Il y a rarement des sujets qui touchent chacun comme ça. On doit faire pression sur les États, parce qu'évidemment les politiques sont naturellement... risk averse, ils n'ont pas envie... Hein, réticents à tout ce qui est un petit peu risqué, effectivement. Leur gouvernement est en danger, etc. Mais c'est vraiment un sujet dont on doit s'atteler. Madame Fanny Furth, vous voulez rebondir? Excusez-moi, merci, monsieur le directeur général, excusez-moi. Je partage complètement ce que dit Tanguy. On ne s'est pas aligné avant, hein, je tiens à le préciser. On a un enjeu stratégique de faciliter cette transition de retraite, de faire adhérer nos particuliers le plus grand nombre pour organiser une transition juste, qu'elle soit écologique, qu'elle soit pour la retraite, qu'elle soit digitale aussi pour l'exclusion digitale. Le secteur financier a un rôle stratégique à jouer. Et on est là, et accessoirement, tous les acteurs du secteur financier qui sont dans cette salle, qui sont représentés par des associations, qui sont représentés par des acteurs privés eux-mêmes, sont très partants pour jouer ce rôle. Il faut effectivement que ce soit inclusif, il faut que ça aille dans le bon sens et il faut que ce soit pragmatique. Monsieur Antonio Baratelli, je vous voyais piaffer. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage? Oui, non, je voulais tout à fait souscrire ce que Tanguy venait de dire. Je pense que voilà, si on veut relancer la CMU, l'Union des marchés des capitaux, il faut avoir des mesures un peu plus radicales. Et l'épargne retraite est sans doute fondamentale. Et si on revient aux chiffres, on analyse un peu ce qu'il y a autour de nous en Europe ou aux États-Unis, où on a notamment aux États-Unis des marchés beaucoup plus développés. C'est là où on a un système, disons, étatique qui est moins généreux et ce qui pousse à des investissements plus importants. On voit la taille, le secteur de fonds est beaucoup plus important, je dirais presque le double qu'en Europe. Pareil, si on regarde à l'Europe, en Suède, c'est à peu près pareil, un système de retraite qui est différent et qui favorise quelque part la croissance des marchés des capitaux. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments, par exemple, pour aller vraiment au-delà de nos compétences en tant que régulateur de marché, mais l'aspect taxation, avoir des incentives, voilà, je ne trouve pas le mot en français, pardon. On dit incentive en français. Okay, Incitation fiscale, merci beaucoup. Pour rediriger l'épargne, on est tous d'accord. Côté taxation pourrait sans doute aider. Donc c'est vraiment voilà, penser un peu out of the box pour relancer tout cela. Alors, oui, monsieur Thibault Van der Velde. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, à savoir que, bon, s'agissant d'éducation financière, de fiscalité ou de pension policies, beaucoup doit être fait au niveau des États membres. Et donc, on ne doit pas tout rejeter sur la Commission européenne, qui a une marge de manœuvre limitée dans ces domaines. Hein, donc, il faut vraiment faire pression sur les États, mais je pense que la Commission peut développer des best practices, coordonner, faire pression sur les États pour que les bonnes mesures soient adoptées en ce sens. Alors, vous voulez rajouter quelque chose, non? Non, juste rebondir à mon tour pour dire que... Vous êtes là pour parler, allez-y. En effet, je pense que pour cette nouvelle vague d'initiatives éventuelles CMU, l'approche bottom-up est aussi tout à fait importante que celle top-down. Donc, il est important qu'aussi de la part des États membres, même de l'industrie, il y ait des initiatives pour promouvoir, développer. Maintenant, dans les détails, on peut en discuter, mais en termes de ligne stratégique, je pense que ça serait très important. Alors, à moins que vous vouliez conclure ce premier panel, Madame la vice-présidente, évidemment, le sujet n'est pas épuisé, mais c'est un petit peu la tonalité de cette matinée. Hein. Il y a un moment pour l'échange, vous pouvez vous retrouver à la pause café pour prolonger cette discussion. Je remercie nos panélistes pour avoir bien planté le décor et l'importance de ces questions. Je pense qu'on peut les applaudir.
an open window on the world. Following the sun at any time and any place. Illuminating innovation constantly. Offering solidly anchored solutions. Sharing expertise in partnership. Follow your ambitions. Discover Casis. Casis, solid and innovative.